En direct du Salon de l'Agriculture, depuis le stand de la coopération agricole, Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Pas discuter de cela, mais on va parler quand même d'un certain nombre de personnes, qu'ils soient pompiers, qu'ils soient médecins, qu'ils soient soignants, qu'ils soient personnel administratif, qu'ils s'occupent de cuisine ou autres, qui ont été écartés, suspendus, sans un centime d'indemnité parce que ils refusaient de se faire vacciner. Alors, la polémique n'est pas sur le vaccin ou pas. Moi-même, je le dis, je me suis fait vacciner. Mais effectivement, il y avait un état de fait qui continue encore, qui perdure en France. Le dernier pays où on n'a pas fini ça. Alors, la Haute Autorité de Santé s'est manifestée en disant que d'ici fin mars ou surtout fin avril, il y aura une décision qui sera prise. Eh bien, écoutez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais en attendant, samedi 11 mars, c'est-à-dire dans une semaine, dans 8 jours très exactement, à Lyon, il y a une manifestation importante à Lyon, organisée par l'opération Réintégrez-les. Et nous sommes avec quelqu'un que nous avions reçu, Pierrick Thévenot, qui est pompier professionnel à Lyon depuis 10 ans, qui est pompier volontaire dans les monts du Lyonnais depuis 17 ans. Et il nous avait parlé effectivement de la condition de ces personnes qui avaient été brusquement, totalement écartées. Pierrick Thévenot, bonjour. Oui, bonjour André, merci de nous recevoir. Alors Pierrick, effectivement, vous avez parlé de votre sort. Il faut rappeler quand même que des milliers de personnes, voire des dizaines de milliers de personnes avaient été affectées par le fait qu'ils étaient pas virés, qu'ils n'étaient pas licenciés, qu'ils étaient suspendus. Donc non seulement ils ne pouvaient pas chercher un autre travail, mais ils n'avaient aucune indemnité de quelque sorte que ce soit. Alors vous faites samedi prochain une manifestation qui réunit qui et pourquoi, Pierrick Thévenot? Donc alors cette manifestation en fait, donc samedi 11 mars à Lyon, donc il s'agit d'une mobilisation nationale pour le système de santé dans sa globalité, pour la réintégration des soignants et pour défendre le système de santé qui est dans un état déplorable actuellement, qui comprend donc les hôpitaux, qui comprend la médecine, qui comprend la médecine de ville, de village, la médecine de proximité, l'hôpital public et tout ce qui s'ensuit. D'une manière globale, on veut essayer, on va dire vraiment de refonder un lien entre aussi bien les suspendus que ceux actuellement en service, sortir de cette division de vaccinés, non vaccinés, et d'arriver à se réunir. On appelle vraiment à l'union de tous les citoyens, de tous les professionnels dans la santé, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs opinions, qu'ils soient vaccinés ou non, pour vraiment, on va dire déjà, d'une part, appeler à l'abrogation de la définitive de la loi du 5 août 2021, avec la suppression définitive du statut de suspendu, qui est un statut déplorable, comme on l'a décrit, qui a plongé des milliers de personnes dans la précarité, qui là faisaient leur travail correctement, et donc essayer de réunir tout ça. On a déjà également donc des syndicats qui se sont engagés justement, qui appellent à la mobilisation. Les syndicats, tous les syndicats, Pierrick Thévenot, tous les syndicats sont engagés. Quels syndicats sont avec vous dans cette manifestation? Oui, allez-y. Alors avec vous, donc d'une manière globale, en fait, qui l'ont appelé à rejoindre ce mouvement. On a notamment il y a déjà notamment 2 syndicats pompiers. Je ne prendrai pas en leur nom, bien évidemment, ils ont leur porte-parole. Notamment le syndicat autonome pompier du Rhône et le syndicat Sud 10, qui a appelé également à rejoindre ce mouvement. L'idée également ce jour-là, c'est vraiment clairement que peu importe les divergences d'opinion, peu importe les avis sur différents sujets, c'est qu'on puisse faire vraiment une union. Des gens qui peuvent avoir des idées un petit peu différentes, mais qui ont une convergence d'idées, notamment pour sauver le système de santé, les services d'incendie et de secours, pour redonner des moyens, pour redonner du personnel, et en fait arriver également à supprimer une bonne fois pour toutes ce statut, encore une fois, de suspendu. Il n'empêche qu'aussi aujourd'hui, certains professionnels de santé s'inquiètent justement des orientations de la HAS qui est en train de faire un travail sur qu'est-ce qui sera recommandé et obligatoire. On va en parler, Pierrick, on va en parler, mais je voulais savoir juste, là, par exemple, vous aurez aussi bien des vaccinés que des non-vaccinés, des gens qui ne se sont pas, qui ont suivi le protocole qu'on leur demandait de suivre, et des gens qui ne l'ont pas suivi. C'est-à-dire que pour vous, ce qui est le plus important, c'est de revoir le système de santé tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il s'est dégradé depuis 20 ans, 25 ans dans son ensemble. C'est ça l'idée de base.
C'est exactement ça. Voilà, c'est comme vous voyez là sur la fiche qui est affichée devant vous, en plein, c'est sauvons notre système de santé, donc non à la destruction du système de santé et oui à la réintégration des soignants suspendus. C'est ça. Voilà, clairement, on va dire les idées de base et on appelle tous les citoyens justement à nous rejoindre pour cette mobilisation nationale, notamment le 11 mars à Lyon. Donc vous avez un canal Telegram avec les informations principales. Il y a également des solutions d'hébergement qui sont en train de se mettre en place où chacun propose son hébergement. Parce qu'il y en a qui veulent venir de toute la France, qui sont en train d'organiser des cars, du covoiturage pour arriver à faire... Parce que vous attendez des personnes de toute la France. Vous attendez des personnes de toute la France, venant de partout. Exactement, on s'est rendu compte, surtout en fait parmi les organisateurs, on est plusieurs organisateurs, ici je apparais en tant que l'un des porte-parole de ce mouvement, je ne suis pas du tout le seul organisateur, mais on est une équipe organisatrice. Il s'agit, on va dire, d'une convergence justement de plusieurs soignants, de médecins, vous pouvez intégrer, on peut parler notamment de Marius Jacob, vous savez, qui a lancé, on va dire, un ensemble de choses, la carte des suspendus. C'est voilà, différentes personnes qui se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose, on n'a jamais fait de mobilisation nationale, véritablement pour le système de santé, surtout pour soutenir les suspendus. Et donc là, on a notamment plusieurs centaines de suspendus qui veulent venir de toute la France, qui ont envie de se dire depuis plus de 500 jours on est suspendu, enfin on va peut-être pouvoir aussi également se voir, on va dire, tous ensemble et montrer, on va dire, le nombre que l'on est. Donc on espère avoir le maximum de nombre et donc il y a beaucoup de suspendus qui sont en train de s'organiser pour covoiturer, pour trouver des solutions d'hébergement sur place. Voilà, qui soient là. Pour vraiment faire convergence à nous. Tout à fait. Alors moi je voudrais lire la pétition, enfin ce que vous avez lancé pour justement ce mouvement. Sauvons notre système de santé. Voilà, un communiqué de presse. Alors je le lis parce que je crois que les auditeurs, quels qu'ils soient, de quelque statut qu'ils soient, quel que soit le choix qu'ils ont fait ou qu'ils font, devraient être attentifs à cela. Alors voilà, vous dites nous, pompiers, soignants, citoyens engagés et suspendus, initiateurs de cette action et les organisations qui la soutiennent, appelons une manifestation nationale à Lyon le samedi 11 mars de 13h30 à 18h pour demander le renforcement des moyens et un accès aux soins préservé pour tous. Suite à la recommandation de la Haute Autorité de Santé, nous exigeons l'abrogation définitive de la loi du 5 août 2021, la suppression définitive du statut de suspendu. La France est l'un des seuls pays à maintenir cette mesure, la réintégration sans condition et l'indemnisation rétroactive des personnels suspendus, ce qui a été fait dans plusieurs pays, notamment d'ailleurs à New York par exemple. Le temps est venu de sortir de cette gestion technocratique, économique et financière du système de santé qui a entraîné son agonie et de revenir à une gestion humaine de la santé. Chaque professionnel est essentiel au bon fonctionnement de ce système. Ce sont eux qui ont été applaudis, c'est vrai, à 20h. Tous les soirs, à 20h, hein, rappelez-vous, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, c'était en 2020, mars 2020, avril 2020, qui ont été applaudis en allant faire simplement leur travail au printemps 2020, qui ont été exclus de la société le 15 septembre 2021, en faisant simplement valoir le droit au respect de leur intégrité et de leur choix. Le temps est venu de reconstruire notre système de santé de manière pérenne, excluant tout conflit d'intérêts, et de remettre l'humain au cœur du soin. Je rappelle personnellement, que primum non nocere, ne pas nuire. C'est le serment d'Hippocrate que certains, on va accuser personne, ont transformé en sermon d'Hypocrite. Le temps est venu, je reprends la pétition, de redonner aux soignants la liberté, le temps de prendre soin, d'apporter une information claire, loyale et appropriée aux usagers et de respecter leur consentement libre et éclairé pour tout acte médical. Je rappelle que tout acte médical de ce genre doit être sujet à la liberté de choix. C'est chaque citoyen, chaque être humain, homme, femme, enfant, doit choisir. Nous appelons donc à l'union tous les citoyens, qu'ils soient professionnels de santé ou non. Nous sommes tous des usagers du système de santé. Il est encore temps de le sauver. Voilà, alors Pierrick Thévenon, je voudrais parler justement, votre expérience de pompier. Je me rappelle, c'était extrêmement émouvant ce que vous nous avez dit et bouleversant quand il y a quelques mois, on vous avait reçu. Est-ce que le système de santé pour vous
bien, vous n'êtes pas médecin, mais enfin vous êtes évidemment concerné comme nous tous. Est-ce qu'il est à refonder de fond en comble? Qu'est-ce qui a fait que ce système de santé, qui était considéré comme l'un des meilleurs du monde il y a encore 20 ans, est arrivé au stade où on se pose les questions qu'on se pose, que ce soit au niveau des urgences, que ce soit au niveau des lits d'hôpitaux, que ce soit un certain nombre. C'est quoi? C'est la bureaucratie, c'est l'administration, pas un problème de gauche et de droite, c'est pas un gouvernement, c'est quoi? C'est un système entier qu'il faut revoir? Je pense, je pense qu'il faut totalement tout revoir. Alors moi qui étais pompier, j'avais l'occasion de mettre les pieds, on va dire, à l'hôpital de manière très régulière. Je pense que certains des médecins pourraient en parler davantage. En fait, on est tombé. Non, mais pour vous, de votre point de vue, qu'est-ce que concrètement, par exemple, de votre point de vue à vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire, hein? Restons du point de vue du pompier. Vous êtes pompier, vous n'êtes pas médecin, mais vous allez à l'hôpital, vous amenez des gens à l'hôpital, etc. Pour vous, qu'est-ce qui vous a frappé le plus, qui serait le plus, je dirais pas urgent, mais le plus important? Le même constat que tout le monde. Il manque des moyens et il manque du personnel. Et il faut rendre l'hôpital attractif, il faut rendre les casernes attractives. C'est ça en fait, c'est plus attractif. Au-delà des suspendus, on a beaucoup qui quittent l'hôpital parce que par manque de moyens, c'est une surcharge de travail pour beaucoup. Par manque de moyens, on n'arrive plus à prendre soin correctement. Donc ça ne donne plus envie à beaucoup de personnes d'ailleurs de rentrer. Donc il faut recruter massivement et surtout remettre des moyens, réhabiliter, on va dire, si on peut dire, un ensemble également d'hôpitaux. Je pense qu'il y en a qui sont dans des états déplorables, même s'il y a quelques travaux qui sont faits ici et là. Remettre des moyens pour les SAMU, etc. Il y a tout à revoir et à remettre vraiment des moyens considérables. Et de toute manière, comme vous l'avez indiqué, on le voit aussi avec cette crise. On a eu également, je tiens toujours à en parler, un impact également sur les enfants. Même le système de pédiatrique est dans un état alarmant depuis des années. Et là, avec les prises en charge en pédopsychiatrie, ça déborde de partout. Donc c'est même les enfants qui sont impactés aussi bien et en fait ce que je veux dire aux gens, c'est que c'est notre système de soins. C'est ce qui fait que demain vous allez être accueilli à l'hôpital pour une opération, c'est ce qui fait que demain votre proche va pouvoir être pris en charge correctement. Donc on a tout intérêt, tous les citoyens, à se mobiliser pour ça. Il faut vraiment remettre des moyens. Il manque du monde, il manque des moyens. Et d'ailleurs, parmi le personnel qui a été suspendu, beaucoup ont changé de métier, beaucoup ont quitté. Moi, on a eu des témoignages à Sud Radio et dans l'émission que beaucoup ont décidé de dire, puisque c'est comme ça, moi je ne veux plus, alors qu'ils adoraient leur métier, qu'ils aiment leur métier, qui est un métier, je le rappelle, extrêmement difficile. On sait, les soignants, les infirmiers, les infirmières, les personnels, les pompiers, bien sûr, ce sont des métiers qui sont rudes. On peut en parler, c'est joli d'en parler comme ça d'un fauteuil, mais on sait que c'est extrêmement compliqué. Et la revalorisation, notamment matérielle, je veux dire, les salaires, etc. C'est évident que s'il y a des salaires à revoir à la hausse, c'est entre autres et essentiellement aussi cela. Pierre-Yves Thévenon. Totalement, il y a des salaires à revoir dans la fonction publique. Je pense que tout le monde peut le dire, forcément entre un poste de médecin ou d'infirmier dans la fonction publique ou dans une clinique privée, les salaires sont totalement différents. Donc même dans la fonction publique, il faut que ça paye. Le problème étant que, alors on pourra en parler des heures, mais en fait c'est qu'on est maintenant vraiment dans un souci de rentabilité. En fait, on a rendu le service public, on veut essayer de le rendre rentable avec des tableaux Excel. Petite chose qui va peut-être vous marquer, moi, de mon expérience de pompier, en fait, on devient de plus en plus des matricules avec un nombre d'heures allouables. C'est-à-dire, voilà, mon temps de travail, c'est ça, je vais lui affecter tant d'heures à la garde, tant d'heures de formation, tant d'heures de... On fait du chiffre, Vous voulez dire que la santé est devenue une variable d'ajustement, quoi. Voilà. C'est exactement ça, avec du tableau Excel où, entre guillemets, on a un volume d'heures et j'ai tant d'effectifs qui me permettent de combler ce volume d'heures, donc il n'y a pas besoin de plus. Et finalement, en fait, dès lors où on dépasse un petit peu, dès lors où il y a des arrêts de travail ou autres, ça explose, parce que tout est calculé finement avec chaque personnel qui va pouvoir faire ceci, faire cela, qui va pouvoir faire tant d'heures, qui va passer tant de temps en formation, et en fait ça rentre dans un cadre, et que finalement
ça déborde partout, et si on n'arrive pas à remplacer, dès là où ça déborde un petit peu, je voyais tous les jours à Lyon, notamment les services d'urgence, c'était de plusieurs heures d'attente, parce qu'il y a trop de monde, il n'y a plus de médecins de proximité, et tout craque de partout. Au-delà de la subvention, comme je disais, je pense qu'il y en a plein qui n'ont plus envie non plus d'aller mettre dans l'hôpital public. L'hôpital public n'attire plus, le service public n'attire plus, donc c'est un véritable problème. Et si en plus vous rajoutez des lois qui sont contraignantes, où on dit, dès lors que vous allez justement vouloir vous engager, maintenant on a mis en fait cette casquette au-dessus des soignants, en fait finalement c'est une sorte d'épée de Damoclès. Clairement on veut dire, regardez, la moindre crise, la moindre chose, on va pouvoir décider de potentiellement pouvoir vous vacciner comme on le veut, avec ce qu'on veut, de vous contraindre. Donc je reste convaincu que c'est également une chose qui ne rend pas spécialement agréable, et surtout on n'a pas envie de se passer. Il y en a qui nous ont fait part, des étudiants en médecine qui ont arrêté leurs études parce qu'ils n'ont pas envie d'aller dans cet hôpital public, qui n'ont pas envie de subir une vaccination forcée. Et donc, je tiens à rappeler également une chose, qu'il y a beaucoup de soignants en poste, moi j'ai des collègues pompiers ou soignants en poste que l'on connaît, qui l'ont fait par contrainte. Donc on dit les anti-sciences et les pro-sciences, il y en a beaucoup qui l'ont fait par contrainte. Mais le vrai problème, Pierrick Thévenon, c'est aussi cette médecine à 3 vitesses qu'on nous annonce, quoi. C'est-à-dire que si vous avez les moyens, vous pourrez vous faire soigner. Si vous n'avez pas les moyens, alors que c'était ça l'honneur du système de santé en France, c'était que tout le monde, c'est encore le cas, mais enfin, on a l'impression que c'est de moins en moins le cas. Tout le monde pouvait se faire soigner, et à tout niveau. Donc bon, ça c'est un problème que nous aborderons, que nous avons déjà abordé plus général. Mais est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas peut-être la fin d'un cauchemar pour vous, pour les suspendus, puisque tout s'oriente, en tout cas d'ici un mois et demi, au plus tard, vers l'abrogation effectivement de cette loi que vous demandez, et que la suppression définitive du statut de suspendu. C'est-à-dire que quand on disait, rappelez-vous, je ne citerai pas la source, quand on disait non seulement j'emmerde les non-vaccinés, mais j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés, j'ai l'impression que ce temps-là s'achève. Heureusement. Alors, alors pour ma part, on a beaucoup lu, on est plusieurs à avoir bien lu le document d'Archas qui fait 93 pages qui sont là-dessus, qui parle potentiellement d'une levée de l'obligation vaccinale, peut-être temporaire, contre la Covid-19. Le petit point, c'est que en aucun cas, il ne parle éventuellement qu'il y aura plus d'obligation par la suite, et potentiellement qu'il pourrait peut-être les remettre. On a une orientation également dessus. Ce que l'on attend également, ce qui est marqué dans ce document, c'est que c'est également sous réserve d'avoir l'avis du CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, qui lui rendra son avis également fin avril. Fin avril, oui, exact. Donc, on en a eu parlé avec des juristes et des avocats. Quand on analyse la chose, c'est que même si on voulait lever l'obligation vaccinale, notamment la suspension et la réintégration, il faudrait passer par une loi. Donc dès lors où il y a les avis et la loi qui arrive devant le Parlement et qu'elle soit votée applicable, il y a encore plusieurs mois. Donc encore une fois, il ne faut pas être pessimiste, mais si on est réaliste... Non, mais on n'est pas sorti de l'auberge, enfin, vous n'êtes pas... On n'est pas sorti de l'auberge, et surtout que c'est bien indiqué que le CCNE va rendre son avis, et surtout la HAS, vient voir, c'est quand même dans son document, ils sont en train de reprendre toutes les recommandations et obligations vaccinales, notamment pour les soignants. Donc on n'est pas exclu à l'idée que potentiellement d'autres vaccinations soient imposées au personnel soignant. Et hier, on en a parlé dans l'émission, l'Organisation mondiale de la santé, il y a un projet, vous savez, ils sont en ce moment, nous sommes au Salon de l'Agriculture, ici à Paris, et eux, ils sont 194 pays, les délégués de 194 pays sont à Genève en ce moment, pour voir si on va déléguer le monopole de la gouvernance mondiale de santé à l'OMS. Ça va être intéressant aussi à suivre, et évidemment ça va vous impacter. Exactement. Merci Pierrick Thévenon, et bien écoutez, on suivra samedi prochain votre manifestation, votre pétition. À bientôt. Merci. Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Eh bien, pourquoi on parle de mensonges? Mais c'est pas des mensonges, vous savez. Olivier Véran, notre cher porte-parole du gouvernement, eh bien, il a estimé mercredi que la grève reconductible à partir du 7 mars contre la réforme des retraites constituait un risque pour l'écologie en France. Alors là, c'est un scoop mondial qu'il convient effectivement de célébrer. C'est-à-dire que quand on fait grève, vous voyez déjà la sublime
Sandrine Rousseau disait que quand on travaille, on émet de la pollution et du carbone et que c'était terrible, donc il fallait arrêter de travailler. D'un autre côté, notre ministre Olivier Véran, écoutez ce qu'il disait il y a 2 jours. Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. En 15 ans, il est possible d'éradiquer le cancer du col de l'utérus grâce à la vaccination. En France, chaque année, les papillomavirus sont responsables de plus de 30 000 lésions précancéreuses du col de l'utérus et de plus de 6 000 nouveaux cas de cancer. Alors c'est très intéressant ce que dit Olivier Véran. Il dit avec la vaccination, nous arriverons à éradiquer le cancer du col de l'utérus. Donc il faut vacciner tout le monde, y compris les garçons, y compris les hommes, parce que les hommes peuvent avoir, comme chacun sait, un cancer de l'utérus. Évidemment, non mais il a raison, il faut penser à tout. C'est absolument clair. Mais alors, je trouve qu'il va très bien, notre philosophe national, Olivier Véran, quand il dit... Et la grève, mais c'est très mauvais pour l'agriculture, c'est vrai, là je comprends, là on est... D'ailleurs, si l'agriculture française est dans cet état, c'est à cause des grèves, il faut le dire. Si le système français ne va pas, c'est à cause des grèves. Mais bande de salauds, de grévistes, est-ce que vous allez vous arrêter? Est-ce que vous pensez au pays? Est-ce que vous pensez à la pollution? Est-ce que vous pensez au travail? Est-ce que vous pensez à la guerre Russie-Ukraine? Est-ce que vous pensez au Covid? Non, il faut arrêter de faire grève. La grève est mauvaise pour la santé. D'ailleurs, ce sera le prochain slogan du ministère. Voilà, la grève, c'est très mauvais pour la santé. Arrêtez de faire grève. Vous savez, c'est toujours pareil, c'est très intéressant, en fait. Nous sommes le camp du bien. Nous savons mieux que vous ce qui est bon pour vous. Eh bien, laissez-nous faire. Vaquez à vos occupations. Et nous, on est là, mes petits enfants chéris. À tout de suite. En direct du Salon de l'Agriculture, depuis le stand de la coopération agricole, Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Berkoff, Céline Alonso. Et oui, c'est l'égérie du Salon de l'Agriculture cette année et c'est une vache Salers. Et cette chanson, effectivement, a été composée donc en son honneur par un groupe de rock, André Berkoff, auvergnat, parce qu'elle vient de cette région, effectivement. Voilà, alors cessons effectivement de maltraiter ceux qui nous font vivre, nos agriculteurs qui exercent aujourd'hui, on peut le dire, le plus beau mais aussi le plus dur métier du monde, André Berkoff. Et c'est le sujet de notre émission aujourd'hui. Oui. C'est non seulement sujet de notre émission aujourd'hui, mais c'est notre invité, effectivement, vient de sortir un livre qui est complètement dans ce qui se passe. Il s'appelle Nourrir et il dit très clairement, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre. C'est un manifeste pour le monde agricole. Sylvie Brunel, évidemment, j'allais dire, on ne la présente plus. Allez, je donne les clichés, elle est professeure de géographie à la Sorbonne. Elle a travaillé pendant 17 ans avec Médecins sans frontières et Action contre la faim. Et puis elle connaît bien ces questions de développement durable. Et elle connaît vraiment, elle en a écrit des livres. Et celui-là, il est très fort parce que c'est un manifeste pour dire vraiment l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Je vais vous dire, dans cette émission qu'on fait, Berkoff dans tous les états, sur Sud Radio, et à Sud Radio d'ailleurs, on a reçu à plusieurs reprises, et c'est quelque chose franchement que je n'ai pas du tout encore, mais même intégré, c'est des 2-3 femmes, c'est beaucoup, veuves, parce que leur mari s'était suicidé, parce qu'il n'en pouvait plus, parce que effectivement il y a des chiffres, on ne va pas donner des chiffres, mais c'est hallucinant. Moi je voulais, quand on parlait de, vous savez, quoi qu'il en coûte, quand on pense qu'il y a encore aujourd'hui en France, en 2023, des gens qui se suicident parce qu'ils n'y arrivent plus à cause des charges, qui gagnent 800 € par mois sans prendre de vacances ou pratiquement rien, c'est quoi cette France à 10 vitesses? C'est vrai, à chaque fois on se dit, bon, moi je suis pas du tout agriculteur, j'adore la nature, mais j'y connais rien, c'est pas mon métier. Mais je trouve hallucinant qu'il y ait comme ça des... Voilà,
comment dirais, des dysfonctions. Et c'est pour ça qu'on est très heureux d'être ici au Salon de l'Agriculture, au stand de la coopération agricole et des coopératives agricoles. Il y en a 4000 pour parler effectivement de ça. Et oui, effectivement, et nous recevrons aussi aujourd'hui, avant 14h, des agriculteurs, deux agriculteurs. Joël Bouteille, qui est agriculteur et vigneron dans le Gers, et Tanguy Bidot, qui fait lui des grandes cultures dans l'Eure. Alors restez avec nous. On revient dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. En direct du Salon de l'Agriculture, depuis le stand de la coopération agricole. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Qui interpelle Emmanuel Macron sur le suicide des agriculteurs et pour cause, eh bien chaque année plus de 300 d'entre eux mettent fin à leur jour. Cette profession est vraiment en grande surface, André. Et nous allons en parler. Grande surface. Souffrance, pardon. Effectivement, André Berkoff, nous allons en parler avec Sylvie Brunel qui publie chez Bûcher-Chastel. Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre. Alors bonjour à vous, Sylvie. Bonjour Céline. Vous écrivez: jamais nous n'avons eu autant besoin des paysans, jamais nous les avons autant maltraités. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce manifeste pour le monde agricole ? Vous savez, pendant les confinements, la France s'est arrêtée, mais les agriculteurs, eux, ont continué à travailler. Les gens se sont d'ailleurs précipités dans les magasins pour faire des provisions. On voit qu'il y a toujours cette peur de manquer. Aujourd'hui, le gouvernement parle du chèque alimentaire, de l'inflation, du fameux Mars rouge. Eh bien, nous avons en France une chance inouïe, c'est que nous avons probablement la meilleure agriculture du monde. Celle qui est capable à la fois de concilier la quantité et la qualité. Et nous la maltraitons. Nous la maltraitons comment ? D'abord, en ne cessant de l'empêcher de travailler par des contrôles, par des normes, par des interdictions. Et puis aussi par une espèce de critique permanente, cette petite musique du dénigrement qu'ils entendent quand leurs enfants reviennent de l'école, qu'ils entendent à la radio, pas sur Sud Radio bien sûr, mais pour eux c'est extrêmement décourageant parce qu'ils ont l'impression que plus ils en font, plus on leur en demande et que leurs efforts ne sont pas ni connus ni respectés. Quelle musique de dénigrement, Sylvie Brunel ? Eh bien, nous avons tous... Concrètement ? Eh bien, nous sommes tous persuadés de connaître l'agriculture parce que nous venons d'un monde où nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents étaient paysans et on n'a aucun problème à renvoyer l'agriculteur vers des petits modèles de la binette, des petits modèles de la modestie. Alors qu'en réalité, pour faire face aux enjeux de la transition écologique, pour faire face aux enjeux de la souveraineté alimentaire, il faut une agriculture à travers une grande diversité de modèles, mais une agriculture très performante, une agriculture qui mobilise le meilleur. Quand on est agriculteur aujourd'hui, on est super compétent, super diplômé. On travaille avec le vivant et on est dépendant des caprices du temps. Simplement, si on vous prive de traitement, de génie génétique, d'eau, qu'on critique le maïs, la betterave, l'élevage de cochons et l'élevage tout court, mais comment vous voulez réussir à continuer à mener votre travail ? Vous dites que tout est prétexte effectivement à accuser les agriculteurs de pollueurs, d'empoisonneurs, Sylvie. Oui, alors c'est quand même incroyable parce que nous, quand nous avons eu le Covid, on a tous pris des vaccins ARN et les traitements qu'on appelle de cet horrible mot de pesticides, ce ne sont que des médicaments pour les plantes et les animaux. Un animal qui souffre et qui n'est pas traité, eh bien, il va mourir, c'est horrible pour lui. Nous sommes préoccupés par le bien-être animal. Donc, nous nous accordons à nous, et d'ailleurs à nos animaux de compagnie, des choses qu'on interdit à ceux qui nous nourrissent, en nous protégeant, malgré nous, de maladies dont nous avons oublié l'existence, comme par exemple cette horreur qui sont les mycotoxines. Vous savez, vous l'avez dit, je travaille dans l'humanitaire. Les mycotoxines, ça contamine le quart des récoltes mondiales. C'est le premier agent cancérogène naturel. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué pour un agriculteur simplement d'utiliser ce qu'on appelle un pulvé dans un champ. Même si c'est pour diffuser des nutriments, les gens arrêtent leur voiture, les insultent. Les zones de non-traitement, ça devient de plus en plus compliqué parce que les gens veulent aller vivre à la campagne, ils trouvent ça beau. Pourquoi ils trouvent ça beau ? Parce que vous avez des champs de lavande, parce que vous avez du colza, parce que vous avez... C'est beau ce tissu la écossais. Couleur, c'est le parfum, oui, etc. Si la France est belle, c'est grâce à ceux qui la mettent en valeur, à ceux qui la cultivent. Mais c'est de plus en plus difficile pour eux. Chaque année, on a 20 000 départs en retraite et 13 000 installations. On a déjà désindustrialisé la France. On a fait des erreurs
retard colossal sur l'énergie. On est en train de rouvrir les centrales nucléaires. On est en train même d'ouvrir les centrales à charbon. Et on commet une erreur tragique sur cette agriculture qui fait que nous pouvons encore nous penser comme une grande puissance. C'est un scandale. Et oui, pour revenir aux pesticides, vous dites que l'Europe et donc la France, c'est en quelque sorte tirer une balle dans le ventre en interdisant certains produits. Lesquels, par exemple, vous savez, l'agriculture française est de plus en plus importatrice de produits importés, des pommes, du poulet, tout un ensemble de choses que nous produisons avec des grandes qualités en France. Mais chaque année, il y a tout un ensemble de molécules qui sont interdites. Le diméthoate pour les cerises en 2016, les néonicotinoïdes pour la filière betterave. Est-ce que c'est absurde de les avoir interdits? Racontez-nous. En fait, l'agriculteur, il traite jamais pour le plaisir. Ça coûte cher, ça lui demande du temps et ça l'embête. Pourquoi il le fait? Il le fait pour nous protéger. Il le fait parce que les pucerons, les moisissures dont je parlais tout à l'heure, l'ensemble des drames qui ont fait que l'humanité pendant très longtemps est morte de faim. Et c'est le cas encore aujourd'hui dans bien des pays du Sud. Souvenez-vous de la grande famine d'Irlande avec le mildiou de la pomme de terre. L'été 2021 a été très humide, le mildiou est revenu en force. Souvenez-vous du phylloxéra, cet insecte venu des États-Unis qui a tué toute la vigne française. Il a fallu tout replanter. La vigne, c'est quand même notre premier secteur d'exportation. Oui, mais par exemple, si on a interdit ces produits, c'est parce qu'il y avait quand même un danger. Mais alors, il y a toujours un danger. Mais si le glyphosate, par exemple. Alors, le glyphosate, on l'a pas encore interdit, et heureusement, parce qu'on dit qu'il faut faire une agriculture qu'on appelle de conservation, c'est-à-dire une agriculture sans labour. Mais si vous ne pouvez pas lutter contre les mauvaises herbes qu'on appelle l'adventice avec un coup de glyphosate, eh bien, vous êtes envahi. Et vous êtes envahi de plantes qui peuvent être extrêmement dangereuses, comme le datura, par exemple, qui est mortel. Donc, les gens ne savent pas ça. Et les agriculteurs essaient de leur expliquer qu'ils veulent bien s'en passer. On n'a jamais autant, le bio et le conventionnel ensemble, mis en œuvre des solutions pour essayer avec le biocontrôle, les biofertilisants, ce qu'on appelle toutes les biosolutions de se passer des produits de traitement. Mais les produits de traitement, c'est uniquement ce qui nous protège. Alors après, bien sûr, il faut en utiliser le moins possible. On est tous d'accord là-dessus. Mais la consommation a beaucoup diminué. Elle a diminué de moitié. Elle a diminué de moitié alors qu'on produit plus. Mais on ne pourra pas aller très longtemps comme ça si on importe en plus des produits qui, eux, je pense aux cerises par exemple, je vous parlais du diméthoate, mais les cerises qu'on importe, elles l'utilisent. Et puis dans les vergers, vous avez la punaise diabolique. Et puis face à la noisette, et on parle de l'Ardèche par exemple, au marron, vous avez le balana qui est un coléoptère horrible. Dans les colzas, vous avez les altises. On dit qu'il faut faire des légumineuses, mais les légumineuses, elles sont contaminées par un truc qu'on appelle les aphomycès. En fait, les agriculteurs, ils sont hyper techniques, hyper pointus. Il faut une agriculture de précision, et nous, on est de gros benets qui nous imaginons qu'on va vivre comme nos grands-parents. Eh oui. Alors selon vous, effectivement, il faut arrêter de scier la branche sur laquelle on est assise. Notre indépendance et sécurité alimentaire, effectivement, la beauté de nos campagnes, tout cela dépend, il faut le rappeler, effectivement, de nos paysans. De ceux qui nous nourrissent. Mais non seulement ils nous nourrissent, Céline, mais en plus ils apportent des solutions dans l'énergie renouvelable. Ils apportent des solutions dans les engrais avec les biofertilisants. Lesquels, par exemple? Eh bien, les engrais organiques, c'est pour ça que l'élevage, c'est fondamental. Une prairie, la moitié des terres françaises cultivées, ce sont des prairies. Une prairie, c'est ce qu'on appelle une infrastructure agroécologique de premier plan. Ça stocke du carbone, ça crée des fleurs, mais on envoie aux agriculteurs le loup. Vous voyez, tout est stupide et on se dit, mais bien sûr la biodiversité, bien sûr la transition agroécologique, mais on ne pourra pas lutter contre le changement climatique sans cette capacité qu'ont les agriculteurs de stocker du carbone. Et vous dites qu'ils sont les meilleurs stockeurs de carbone. Mais bien sûr, quand vous avez une prairie, 80 tonnes de CO2 par hectare, une forêt cultivée, 80 tonnes, un champ de maïs, tout le monde critique le maïs. Le maïs, c'est une plante formidable, c'est la première plante alimentaire mondiale. On a comme ça toute une vie, tout un ensemble de visions fausses, et eux ils s'épuisent. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui travaillent dans leur champ. Ce ne sont pas des communicants, ce sont des taiseux, ce sont des gens, ils ont tellement de boulot, tellement de contrôle. Oui. Qui ne sont pas des Alors justement, le maïs, on demande aux agriculteurs de le remplacer par le sorgho. Bah oui, mais alors attendez, le sorgho c'est 60 millions de tonnes par an, le maïs c'est 1200 millions de tonnes par an, c'est toute une filière. Avec un grain de maïs, vous avez 1500 utilisations. Tout à l'heure, on a mangé du popcorn de Nathalie
ici dans le Gers, chez vous, mais c'est aussi la chimie verte, c'est l'éthanol. C'est une plante qu'on appelle en C4, c'est une usine solaire à capter du CO2, à produire de l'oxygène. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire du maïs partout, n'importe où, mais on a une C'est irrigue. plus productif que le blé, c'est Mais ça. c'est fou, c'est 10 tonnes à l'hectare. Et vous pouvez arriver à 20 tonnes si vous irriguez. Mais il n'y a qu'un quart seulement de la sol qui est irriguée en France. C'est une plante formidable sur laquelle la Chine mise, l'Éthiopie mise, évidemment l'Amérique latine, l'Afrique de l'Ouest. Et nous, on est là à la Mais critiquer. pourquoi on la dénigre? D'où ça vient? C'est du racisme végétal. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est la civilisation du blé. Notre père donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le maïs est venu de l'Amérique. Et depuis le début, il n'a cessé d'essuyer les critiques. On ne savait pas ce que c'était. On l'appelait le blé d'Inde, le blé du diable. Et Oui, c'est ça. C'est quand Christophe Colomb l'a importé, effectivement. On disait que c'était une plante diabolique. Et c'est ça. Incroyable. Ouais. Moi j'ai une question, je pose une question André. béotien, et d'ailleurs je la pose aussi à Joël Boueil et à Tanguy Bidot. Il y a quand même quelque chose, moi vraiment, soyons hurons. La France a des pays les plus agricoles les plus importants du monde. Enfin, on va pas. C'est une banalité de base de répéter ce que là, il y a qu'à se balader en France pour voir les champs, pour voir tout ça, etc. Et quand j'apprends, c'est pas un scoop, qu'on importe plus de 50% de nos produits alimentaires aujourd'hui. 50%. Et que, ce qui est encore plus beau, enfin, je veux dire, cerise et quelle cerise sur quel gâteau, c'est que les normes que nous apportons, y compris de pays européens, pays proches de nous, eh ben, ce n'est pas du tout ce qu'on exige de nos paysans, de nos agriculteurs. Alors vous devez suivre telle règle européenne ou pas européenne, etc. Attention, le carbone, le ceci, le cela. Mais alors, l'Espagne, le Portugal ou un peu plus loin, allez-y les gars, open bar, importons. Mais c'est dramatique pour les c'est par exemple dramatique pour les producteurs de pommes ou pour les producteurs de poulet, parce que il y a de plus en plus, et notamment dans la restauration publique, parce qu'on va se préoccuper d'abord du critère du prix, des aliments importés, alors qu'on demande à nos aviculteurs de laisser courir les poules dehors. Enfin, en ce moment, c'est compliqué avec la grippe aviaire. Les gens des vergers, les arboriculteurs, c'est complexe, vous savez, d'amener une belle pomme à maturité. Il faut plus de 6 mois. Pendant 6 mois, tout peut l'attaquer. Alors, ils pratiquent la confusion sexuelle, ils travaillent sur des variétés plus résistantes. Ils sont merveilleux. Et ils voient passer sous leur nez des pommes pour les compotes. Franchement, il y a de quoi se mettre en colère. Et oui, vous dites effectivement, Sylvie, dans votre livre, que sur des produits essentiels comme le poulet, la pomme, les tomates, le blé et le lait, la compétitivité de la ferme France est victime d'une concurrence donc déloyale qui l'a fait passer du 2e rang mondial en 2000 au 6e rang 2022. Oui. Au 6e rang en 2022. Exactement. Qui aurait pu imaginer cela? Mais la France de Gaulle, vous imaginez? Oui, il y a une espèce de glissement. Alors, André le disait, on n'est que sur 5% des superficies cultivées dans le monde. Et malgré cela, on fait partie des 10 premiers exportateurs de céréales et on a plus de 500 ce qu'on appelle AOP, appellation d'origine protégée. D'ailleurs, on le voit au Salon de l'Agriculture, c'est fabuleux. C'est le temple du bien manger. Mais on est en train de perdre ça parce que quand un agriculteur s'en va, c'est la friche, c'est l'embroussaillement, c'est la fermeture des paysages, c'est l'incendie dans le Midi. C'est-à-dire que c'est une force vitale qu'il faut garder. Et n'oubliez pas, André, qu'avec la guerre en Ukraine et le Covid, la faim est revenue au premier plan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 1 milliard de personnes qui souffrent de l'insécurité alimentaire dans le monde. Et en France, c'est 10 millions de Français qui réduisent leurs achats, qui se privent de fruits, de légumes, de viande. Et parlons pas de l'inflation et de l'augmentation des prix. Et on parle de Mars rouge, c'est-à-dire qu'il y a péril en la demeure, il faut respecter ces gens fabuleux qui ont une compétence inouïe. On a à côté de nous un agriculteur du Gers. Dans le Gers, le doux pays paysan, chaque parcelle, chaque exposition est exploitée différemment parce que c'est une succession de 12 collines. L'eau vient des Pyrénées, elle part, il faut la garder. Il y a une intelligence du vivant qui, moi, m'émerveille et je trouve que on ne le sait pas assez. J'aimerais entendre l'agriculteur du Gers, justement, Joël Boueil. Comment vous réagissez aux propos de Sylvie Brunel? Mais je réagis en disant, et c'est heureux pour la population française, la réalité c'est qu'aujourd'hui, on ouvre le frigo 3 fois par jour, mais on n'imagine pas le boulot qu'il y a eu avant pour le remplir, ce frigo. Et que pour tout le monde, ça paraît naturel d'ouvrir le frigo 3 fois par jour et que le frigo il soit plein. On a oublié ce que c'était, d'avoir un peu faim. Le frigo, on l'ouvre, allez, ça y est, c'est là, quoi. Et voilà. Comment c'est là, pourquoi c'est là, et qui ont travaillé là-dessus? Quelle énergie il a fallu déployer pour que tout ça arrive dans le frigo? Ce n'est plus un problème pour personne.
Bilan aujourd'hui, on a une succession de mesures qui sont prises dans notre pays malheureusement, parce qu'il semble que le frigo il se remplit tout seul. Et donc il n'est plus nécessaire de produire. Oui, c'est ça. Les gens ne voient plus ce qui s'est passé avant. Quoi. Et qu'est-ce que c'est qui a fait qu'il a rempli le frigo? Eh bien, bilan, comme le dit Sylvie Brunel, on ne produit plus. On n'est plus la puissance agroalimentaire qu'on a été. Et au bilan, eh bien, on en arrive même à un certain moment, on n'est plus autosuffisant même. Et on exporte et on importe 50% de ce que nous consommons. C'est ça qui est scandaleux. Et c'est ça qui est incroyable. Et on a réussi à imprégner dans la tête, y compris d'un certain nombre de visiteurs qui se promènent dans le salon actuellement, que ma foi, en produisant moins, mais différemment et autres, ça allait bien aller pour tout le monde. Non. La réalité, c'est qu'on la cache aux gens et que pour continuer à remplir les frigos, eh bien, on fait venir l'alimentation d'ailleurs. Tanguy Bigot, vous qui êtes vous qui faites de la grande culture dans l'Eure, quel est votre avis? Le même. Tout à l'heure, j'ai noté, vous avez dit là, on veut nous faire vivre comme dans les années 80. Effectivement, c'est vraiment les agriculteurs qu'on veut faire vivre dans les années 80, parce que pour ce qui est des voisins, citoyens, consommateurs, on les voit pas dans nos fermes pour venir nous aider, quoi. Donc c'est facile d'imposer à quelqu'un. Ce serait très bien de travailler comme ça. Effectivement, le frigo continue de se remplir. Donc quand nous on nous interdit de le faire, c'est les autres qui le font. Le cas de la betterave, là, il est emblématique dans son traitement de la fin de l'utilisation des néonicotinoïdes, où la France va arrêter d'utiliser le traitement de semences, pendant qu'en Allemagne, à côté de chez nous, ils vont continuer à utiliser des insecticides de traitement dans l'année qui vient. Il y a quelque chose d'intéressant, parce qu'ils ne sont pas tous quand même complètement demeurés. Et je parle encore une fois sans aucune étiquette politique. Ils ne savent pas, ils le savent ce que vous dites là. Ouais. Comment accepte-t-on qu'en Allemagne, je croyais qu'il y avait l'Europe, hein. Il y a quelque chose qui s'appelle l'Europe. Ouais. On entend parler de ça. Comment ça se fait qu'en Allemagne, on accepte un certain régime et un certain traitement, et pas ici, et pas chez nous? Céline, on va en parler tout de suite après, parce que c'est vraiment fondamental, ça. Et oui, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio, en compagnie de Sylvie Brunel et de 2 agriculteurs qui sont avec nous. Merci. En direct du Salon de l'Agriculture, depuis le stand de la coopération agricole, Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Berkoff, Céline Alonso. Vous en faites référence dans votre livre « Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre », paru aux éditions Buchet-Chastel. Alors aujourd'hui en France, il n'y a plus que 400 000 agriculteurs, Sylvie. Ils étaient 4 fois plus il y a 40 ans. Le monde agricole peine à recruter alors que des milliers de postes sont à pourvoir. Pour voir comment rendre cette profession plus attractive aujourd'hui. Oui, alors il y a 480 000 chefs d'exploitation. Il y a plus de personnes bien sûr dans l'agriculture, ça ce sont les chefs d'exploitation. Mais c'est vrai qu'il y a une grande érosion des fermes et notamment dans l'élevage. C'est-à-dire qu'on perd aujourd'hui cette force laitière, cette force de viande fabuleuse qui sont toutes d'ailleurs présentes au salon de l'agriculture. Vous savez que la France c'est le pays qui a le plus grand nombre de races de vaches différentes. Oui. Donc on a toujours cette exceptionnelle qualité des savoir-faire, des patrimoines, de la gastronomie, la baguette qui vient d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais avec 20 000 départs en retraite chaque année, 13 000 installations, c'est le problème qu'une ferme sur 3 ne trouve pas de repreneur. Demain, qui nous nourrira, qui cultivera la terre? Et c'est grave parce que on ne peut pas bétonner le foncier. Vous savez, les SAFER se posent la question aujourd'hui de comment permettre à des jeunes agriculteurs de s'installer. Il y a une perte d'un département, l'équivalent d'un département de bonne terre agricole tous les 7 ans. C'est grave, parce que le sol qui est bétonné, on ne le retrouvera pas. Vous voulez dire un département tous les 7 ans disparaît, enfin la surface? Oui, exactement. Un département de bonne terre agricole disparaît tous les 7 ans. On perd, suivant les départements, entre 10 000 et 20 000 hectares chaque année. C'est dramatique, parce que ça veut dire que cette force vive, qui en plus apporte des réponses dans la biodiversité, hein, ça c'est très important. Il ne faut pas opposer la biodiversité et les agriculteurs. Ils ont un intérêt fabuleux, c'est qu'ils font une biodiversité nourricière.
nourricière. Et Ils ouvrent les chemins, ils entretiennent les cours d'eau grâce aux prairies qui sont des formidables agents de lutte contre le ruissellement. Ils sont aussi apiculteurs. On ne peut pas opposer les agriculteurs et les apiculteurs, c'est-à-dire que quand vous avez des vergers, il faut que vous ayez des abeilles. Ils ont aujourd'hui beaucoup de méthodes pour travailler, d'ailleurs main dans la main, conventionnelles et bio, sur des méthodes de lutte biologique avec ce qu'on appelle les insectes auxiliaires, les coccinelles, les oiseaux comme les mésanges. Ils sont extraordinairement inventifs. Encore faut-il qu'ils puissent continuer à travailler. Oui, parce qu'effectivement, les jeunes qui veulent s'installer aujourd'hui déplorent effectivement le manque de terre et le coût prohibitif, parce que pour s'installer, il faut des millions. Par exemple, vous, Tanguy, vous êtes installé dans l'Eure il n'y a pas très longtemps, racontez-nous. Alors, oui, donc vous l'avez pas dit, mais on a une activité grande culture sur l'exploitation, mais on produit aussi du lait collecté par notre coopérative Sodial, et puis on a aussi une activité de fruits rouges. On produit des framboises sur 3 hectares en production bio. Vous avez parlé de 2 sujets. Le dernier sur lequel vous m'interpellez, l'installation, mais vous avez aussi parlé de l'attractivité, et si vous m'en voulez pas, sur la question de l'attractivité en élevage, parce que je suis directement concerné, puis moi j'ai fait le choix de doubler la production laitière en m'installant, donc je fais partie des personnes qui croient dans les activités d'élevage. On a un problème sur ce métier-là, c'est que ça fait 30 ans qu'on pleure à la télé pour dire que tout va mal, et c'est pas facile, vous l'avouerez, de convaincre des jeunes de nous rejoindre dans l'aventure, salariés ou installés, quand sur toutes les émissions de tout genre, régulièrement, on pleure, tout est foutu. Et surtout, c'est bien de soulever ça. Et ce dilemme-là, il va falloir que la filière le règle, parce que sinon, effectivement, on va réellement manquer de bras. Par contre, nous, sur l'exploitation, on voit des jeunes motivés arriver. J'ai un apprenti avec moi sur l'exploitation qui aime faire son travail. L'année dernière également, des salariés, on arrive encore à en trouver. À nous aussi de proposer des conditions de travail attractives, intéressantes. C'est sûr que, comme l'a dit Sylvie tout à l'heure, on ne peut pas vivre dans l'agriculture des années 80, et ça c'est un vrai souci, puisque dès qu'on investit, aujourd'hui en élevage, on a tous en tête le dossier de la ferme des 1000 vaches je ne suis absolument pas contre ce système-là, bien au contraire. Rappelez quand même pour les la ferme des 1000 vaches qui était une exploitation dans la Somme qui s'est développée, qui a aujourd'hui arrêté son activité, mais qui répondait à plein de bonnes choses, puisque quand vous avez une exploitation de cette taille-là, c'est plus facile d'organiser les rotations de travail au sein des exploitations, c'est plus facile de suivre un troupeau, de gérer la santé de son troupeau, enfin bref, de piloter une entreprise comme n'importe quel chef d'entreprise. La taille, elle aide, ça fait pas tout, on est d'accord, mais elle aide quand même. Et puis, c'est pas la moyenne française, je rappelle qu'en moyenne sur les exploitations laitières, c'est entre 60 et 80 vaches. En zone de plaine, on est peut-être à 100 vaches, mais on est très loin d'avoir comme moyenne 1000 vaches dans le film. Qui était là, oui, la fameuse ferme en question. Joël Boueil. Alors pour nous, la situation, elle n'a pas les mêmes contraintes que la situation de l'élevage. Je suis vigneron en cave coopérative, et l'avantage du travail, comme on le dit, c'est que c'est un très bon patron, et que si on veut prendre le week-end de temps en temps, quand on est vigneron, on peut le reporter au lundi, parce que ma foi, il ne rouspète pas. Donc c'est la différence avec l'élevage, où là par contre il y a de la présence quotidienne permanente. C'est pour ça que Pierre Dac disait qu'on préfère le vin d'ici à l'au-delà. Exactement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les problématiques, par ailleurs, elles se rejoignent très fortement. Le renouvellement des générations et autres, c'est quand même un sujet qui nous préoccupe. Et tout à l'heure, Sylvie Brunel a rappelé des chiffres. 400 000 agriculteurs aujourd'hui exploitent la ferme France. Je le mettrai dans un autre contexte. Nous représentons 3% de la population. Versus 97% de la population qui se nourrit chaque jour, qui ne comprend pas toujours nos pratiques, pourquoi et comment nous faisons notre métier. Or, et on l'a vu en plus avec la crise du Covid, il y a eu un phénomène d'accélération de gens qui ont quitté la ville pour aller à la campagne. Et donc nous voyons arriver dans nos villages, dans nos campagnes, des néo-ruraux. Vous l'avez vu de façon spectaculaire, importante. Alors, je suis au fin fond du Gers, à un endroit où le train il est loin, l'avion il est loin, le wifi il y en a de temps en temps. Donc, chez moi je ne l'ai pas trop vu, mais ailleurs, oui, ça s'est vu et ça se ressent très fortement. Des gens qui en ont marre de la ville et qui veulent... Oui, si j'en parle aux vignerons en Gironde, par exemple, ils ont vu arriver avec le TGV à 2 heures de Paris, ils ont vu arriver du monde comme ça, parce que ça offre des possibilités.
Et donc, pour nous, les vignerons coopérateurs, on a plutôt cette envie de sortir du cadre habituel et d'aller à la rencontre de tous ces gens qui viennent sur notre territoire pour leur expliquer et leur dire essayez de nous comprendre, on va prendre le temps de vous expliquer et on va aussi vous expliquer que dans nos pratiques, ce qu'on nous ressasse tout au long de la journée, tout ce que vous entendez en permanence, en boucle et que vous lisez régulièrement, écoutez, il y a des pratiques qui sont certaines anciennes, mais qui sont en train d'évoluer, qu'on y travaille pour répondre aussi à un besoin de plus d'environnement, plus d'écologie, plus de façon de vivre, des promeneurs dans la campagne. Il y a quelques années, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, c'est foison. Et donc, on est dans cette démarche d'évolution, une démarche de progrès. On appelle ça la RSE quelquefois, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, parce que quand on est en cave coopérative, eh bien, on demande à nos vignerons d'évoluer dans la façon de pratiquer le métier, dans la relation qu'on a avec les tiers. Et Sylvie parlait des ZNT, des zones non traitées tout à l'heure. Ça peut être des sujets quelquefois, mais c'est surtout des sujets quand on ne se parle pas avec le voisin. Ouais. Et le premier défaut, c'est celui-là, c'est quand on ne se parle pas avec le voisin. Et donc, établir un contact avec tous ces gens-là pour expliquer la démarche. Et puis ça permet aussi de dire que pendant le Covid, en un clic, on était tous sur Internet, en un clic, on avait toutes les réponses à nos questions. La transition et la transformation de l'agriculture et de la viticulture, eh bien, ça ne se fait pas en un clic. Ça prend du temps. C'est soumis à des années de sécheresse, de trop d'eau, dont les résultats d'une année sur l'autre, ce qu'on pensait être la panacée est remis en cause l'année suivante. C'est un travail de longue haleine. On s'engage résolument là-dedans parce que on est conscient qu'on ne va pas revenir à peser 10% de la population, ça n'existera pas. Mais il faut qu'on vive en harmonie avec toute la population qui nous entoure. C'est aussi votre sentiment ? Oui, complètement. On a un vrai sujet sur l'agriculture pour faire comprendre nos pratiques et les faire accepter. Parce que est-ce que les jeunes qui viennent, vous êtes dans le Gers, endroit paradisiaque et c'est bien, vous êtes bien protégés. Non mais les gens qui viennent, est-ce qu'ils se rendent compte aussi, parce qu'on a l'impression quand on nous écoute et c'est là, on dit oulala, c'est trop dur l'agriculture, c'est pas possible. Regardez, c'est terrifiant. Et Sylvie donne les vrais chiffres et nous donnons aussi un certain nombre de constatations. Mais est-ce que vous sentez, vous, alors dans votre métier, des gens qui ont vraiment envie de renouer avec cela, avec votre pratique ? Non, pas beaucoup. Enfin, objectivement, c'est compliqué. Moi, pour mon cas personnel, on a à côté de chez nous, on a la partie élevage est proche de certaines maisons, ce qui est génial en termes de sociabilité. Enfin, nous aussi, on aime bien vivre avec des gens autour de nous. Et j'ai la chance d'avoir un ou deux couples avec qui c'est possible, enfin une ou deux familles avec qui c'est possible d'échanger. Et j'ai en tête un exemple où il a fallu du temps pour, je sais pas si c'est accepté, mais je pense pouvoir dire comprendre. Mais il faut une vraie démarche de la part de nos voisins d'en face pour vouloir comprendre. Et comme vous l'avez dit, ça se comprend pas en une discussion de 2 heures, quoi, parce que les problématiques sont multiples, nos cultures, nos productions sont différentes et chaque production a sa problématique à chaque période de l'année. Oui, je considère quand même qu'on fait un métier complexe et qui s'appréhende pas du jour au lendemain. Et ça prend du temps. Surtout qu'on s'en est éloigné. Alors Sylvie Brunel, justement, vous dites dans votre livre que pour sauver le monde, il faut renvoyer la jeunesse des villes à la terre nourricière. Vous préconisez à ce sujet donc d'instituer un service civique agricole. Oui, tout à fait, parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont en colère, des jeunes qui marchent pour le climat, des jeunes qui accusent leurs aînés de n'avoir rien fait. Eh bien, ces jeunes qui veulent se rendre utiles, enfin j'espère qu'ils veulent se rendre utiles, je les incite vivement. Je trouve que le gouvernement qui parle du retour du service national devrait instituer un service civique agricole pour que ces jeunes qui veulent concrètement agir puissent aller travailler auprès d'agriculteurs professionnels, d'agriculteurs compétents. Il ne s'agit pas de les renvoyer à la binette, il ne s'agit pas justement de ces micro-modèles qui certes ont leur légitimité sur des petites surfaces ou en périurbain, ou si la commune joue le jeu pour l'approvisionnement de la cantine, ce qui n'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui la restauration publique c'est des produits importés. Il faut associer les modèles dans ce qu'on appelle des projets alimentaires territoriaux, c'est-à-dire plusieurs modèles, mais ces jeunes qui veulent agir,
eh bien qu'ils sachent qu'avec les agriculteurs, ils stockeront le carbone, ils créeront de la biodiversité, ils élèveront des animaux, ils auront un contact direct avec la nature et qu'en faisant ça, ils prépareront nos territoires à tous ces chocs climatiques auxquels on est confronté, qui demandent d'ailleurs au monde agricole d'être de plus en plus compétent. Les agriculteurs, ils sont passés d'écosystèmes simples où on appliquait dans les années 60-70 des calendriers de traitement. Pourquoi ? Parce qu'on avait encore le souvenir des contaminations bactériologiques dont les gens ne se posaient pas de questions. Il fallait vaincre la malnutrition, il fallait vaincre le fait que, n'oubliez pas que dans les cantines on servait de l'alcool jusqu'en 1956. Il fallait construire une France forte. Donc on appliquait des calendriers de traitement. Aujourd'hui, jamais on fait ça, c'est fini. C'est fini, on traite quand c'est nécessaire. C'est ce qu'on appelle l'agriculture de précision. La bonne dose au bon moment, de la façon la plus limitée possible et pour notre santé. Donc les jeunes, ils ont plein de choses à apprendre. Et vous dites qu'il faut envoyer les jeunes, mais aussi leurs enseignants qui continuent justement de propager des accusations insupportables, dites-vous, contre les paysans et de prôner donc des recommandations irréalistes. Oui, le retour à la binette, la permaculture, la généralisation de de l'agroécologie, de la petite agriculture familiale paysanne. Alors attention Céline, elles ont toute leur place. Il ne s'agit pas de dire que l'agroécologie, le bio n'ont pas leur place. Ils ont pleinement leur place. Ce qui est gênant, c'est quand on les érige en modèle universel, alors qu'il faut se souvenir que nous avons, tout à l'heure on l'a dit, la moitié de notre production qui est importée et qu'à nos portes, sur notre flanc sud, au Maghreb, en Afrique subsaharienne, les gens ont besoin des céréales et du lait français et que quand les écosystèmes se dégradent dans le monde tropical, les gens partent et que donc la France, elle a aussi cette mission nourricière pour sa population, mais aussi à La Rochelle, à Rouen, à Marseille, tous ces ports qui sont des ports exportateurs de céréales essentiels à l'alimentation du monde. Tanguy Debo, je vous ai eu réagir. Oui. Non, mais sur les produits phyto, c'est exactement ça. Et moi, j'ai été salarié 10 ans avant de m'installer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on engage des... Alors déjà, aujourd'hui, on fait plus un traitement avant 18h quasiment et après 8h du matin. Donc ça veut dire que toute notre application de produits phytosanitaires, elle est quasiment réalisée en fin de journée, la nuit. Donc bon, en termes de timing, enfin nous aussi, on aime bien dormir. Voilà. Et l'exemple, il est frappant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est sur la période du printemps, là où on utilise beaucoup nos pulvées, eh bien c'est tout le temps qu'on fait un tour de plaine avec un technicien en fin d'après-midi et on va déclencher ou pas d'ailleurs, mais s'il y a besoin de déclencher, on peut déclencher un traitement le soir même. Donc ça veut dire que vous sortez pas boire un verre en after à cette heure-là, et puis vous allez attendre que le vent se calme, donc vous allez attendre 21h, 22h avant de partir, donc vous allez rentrer à minuit ou 1h du matin ou 2h du matin. Et après quand vous avez des personnes qui... Et en plus on se fait attaquer. Il y a des jours, c'est pas drôle quoi. Surtout quand les urbains sont confrontés à des moustiques et des moustiques, quand leurs animaux ont des puces ou des tiques, ils mettent des aliments, enfin des aliments. Je dis des aliments parce que les bébés caressent, les enfants caressent les chiens et les chats et ils sont en contact direct avec des produits que jamais l'agriculteur n'oserait appliquer de la même façon. Les vétérinaires ruraux sont exemplaires dans la baisse des antibiotiques en élevage. C'est-à-dire que finalement, nous les urbains, parce que je me classe dedans, on s'autorise tout un tas de choses que nous dénions à nos agriculteurs qui sont bien plus intelligents que nous sur leur façon de travailler. Et oui. On a un problème de son là. On a toute une série de contraintes qui s'opposent à nous. Mais justement, le message le plus ambitieux et ce qui me donne le plus envie quand même aujourd'hui, malgré toutes les contraintes qu'on nous oppose, c'est de se dire qu'on a encore un avenir et une carte à jouer et qu'on veut jouer l'axe de l'innovation, de l'adaptation, parce qu'il faudra toujours des agriculteurs différemment. Et donc on va innover. Pour ce qui nous concerne, nous en viticulture, on va voir comment on peut planter des vignes différemment, dans d'autres terroirs, d'autres orientations, pour s'adapter à un changement climatique qu'on ne l'a pas évoqué, mais qui est là aussi inéluctable et qui s'oppose à nous. Mais on devra faire avec. Et si on ne s'adapte pas aussi à ce changement climatique, on mettra la clé sous la porte. Donc on va avoir du travail sur les cépages, les porte-greffes, on va avoir du travail dans les chais pour vinifier différemment. On a un spectre d'activités
de recherche et de développement immense pour continuer à s'adapter, à produire au XXIe siècle, compte tenu des contraintes climatiques, je viens de les évoquer, sociétales, on en parlait juste avant. Tout ça arrive face à nous et soyez rassurés, là je parle au grand public, on continuera à évoluer dans le sens que souhaite le consommateur. Je le dis, c'est dans le sens que, parce qu'on entend le consommateur et on est plus que jamais aujourd'hui à l'écoute des besoins et des attentes et des envies des consommateurs. Et on fera en sorte de répondre à toutes ces attentes, mais ça prend un peu de temps. Accordez-nous ça. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne claque pas des doigts pour que tout change. Mais le train est lancé, le changement, il est en route. C'est vrai, simplement le changement, vous savez, il peut mener dans une impasse ou il peut mener vers des routes ouvertes. Non, ce qu'on souhaite, nous, c'est que, franchement, parce qu'on se pose, qu'on ne dise pas un jour l'agriculture c'est fini, il n'y aura plus d'agriculteurs, il y aura des espèces de machines et d'intelligence artificielle qui vont tout changer. On en reparle tout de suite après cette petite pause. En direct du Salon de l'Agriculture, depuis le stand de la coopération agricole, Sud Radio La Culture dans tous ses états, André Berkoff, Céline Alonso. Que vous êtes agriculteur et vigneron, c'est le Gers. Joël Bouey, depuis 1991, je crois, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Alors dites-nous, quel vin on boira demain? Vous voyez que tout à l'heure, je n'ai pas menti quand je vous ai dit qu'on était loin de tout. Et la Wi-Fi, même les chevaliers du fiel, ils se sont rendus compte. Donc, mais le vin qu'on boira demain, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Le réchauffement climatique, j'en parlais il y a quelques minutes, on récolte aujourd'hui des raisins rouges qui font souvent 15 et demi à la récolte. On produit des vins avec ça qui ne sont plus dans l'air du temps. Quand il fait 40 degrés dehors l'été, on n'a pas envie de boire un vin rouge qui fait 14 et demi ou 15 degrés. Parce que ça va bien avec le pot-au-feu ou avec la daube. Donc plutôt ces jours-ci ou au mois de décembre. Et donc on aura besoin d'évoluer. On va aller vers des vins plus légers en alcool. Et donc je parlais de recherche et de développement dans le léché. On va travailler sur la désalcoolisation des vins pour arriver à des vins plus digestes. On va avoir une réorientation du vignoble pour aller vers un peu plus de vin rosé, un peu plus de vin blanc. Alors, ce ne sera pas des révolutions fondamentales. Non. Mais est-ce qu'ils seront aussi bons qu'ils sont aujourd'hui? Vous savez, le vin français, quand même... Alors, est-ce qu'ils seront aussi bons Est-ce que les vins d'aujourd'hui ont le même goût qu'il y a 40 ans? Bonne question. André Berkoff, vous êtes un expert, vous pouvez répondre à cette question. Je pense qu'il y aura aussi une évolution. C'est pour ça que je bois que des vins des années 80. C'est bien pour ça. Mais je pense qu'il y aura une évolution du goût pour coller au goût du consommateur. Parce que la réalité, c'est que le patron, à la fin, c'est celui qui prend la bouteille, qui commande la bouteille au restaurant ou qui la prend dans le rayon de grande distribution. Pardon, on va pas avoir la question, mais vous savez que le consommateur, il faut aussi l'orienter. C'est important de cultiver le goût, vous le savez. Je suis dans une région que je veux faire du Saint-Mont. Le cépage de base, c'est le Tanat. Oui. Ça restera le Tanat, le cépage de base. On ne va pas se raconter d'histoire. Sauf qu'on va chercher à trouver d'autres cépages qui pourront modifier légèrement le goût par assemblage de ce qu'on a fait jusque-là. Peut-être d'un cépage qui titrera que 11 ou 12 degrés pour que l'assemblage fasse un degré moyen plus faible que ce que nous faisons aujourd'hui. Et ensuite, nous aurons des questions à nous poser sur le conditionnement. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui vivent seuls et qu'une bouteille de 75 centilitres n'est pas adaptée à la consommation d'une personne seule. Oui, il faut s'adapter à la sociologie. Il faut s'adapter à la sociologie et se donner des armes, et ça c'est extrêmement important, d'une consommation française qui se réduit année après année, à se donner des perspectives pour aller vendre du vin à l'export, parce que c'est extrêmement important pour l'avenir de la filière viticole française. Sylvie Brunel. Tanguy, un mot effectivement. Monsieur vient de m'ouvrir la porte à ce que je voulais dire. Merci, on est complètement en ligne. Moi, je vais prendre l'exemple de la filière laitière pour ce qui est une de nos activités. Le lait de consommation s'est adapté aussi depuis déjà des années avec un format en demi-litres parce que c'est un secteur qui baisse. Toute la filière agricole de façon générale travaille pour mieux répondre aux attentes du consommateur. Il y a quelque chose quand même que je veux dire par rapport à ça. Dites-le rapidement, on est en fin d'émission. Qu'on nous laisse produire en France pour tous nos clients.
celui qui peut acheter un poulet label rouge le dimanche midi ou un comté AOP, mais aussi de la poudre de lait qui va rentrer dans une barre chocolatée que tout le monde achète. Et ces produits laitiers-là n'ont pas la même valeur et il faut nous laisser développer nos systèmes de production pour tous les marchés. Fondamental, parce que c'est pas seulement nourrir, et Sylvie Brunel le dit excellemment, mais se nourrir bien. Ne pas oublier ce qu'on appelle le goût, la vertu, absolument. Et merci beaucoup, merci à Sylvie. Et oui, merci à vous tous d'être venus sur Sud Radio et merci à la coopération agricole de nous avoir accueillis sur son stand. Respectons ceux qui nous nourrissent, reconnaissons tout ce qu'ils mettent en œuvre pour notre santé et la beauté du monde. C'est le message de votre livre, Sylvie Brunel, Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre, paru aux éditions Buchet-Chastel. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio.